Entre David et Goliath, Salomé et Saint Jean-Baptiste ou encore Judith et Holoferne dont on a déjà parlé sur la chaîne, il faut croire que Caravage a une certaine fascination pour être tranché. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une de celles-ci. On va s'intéresser à l'épouvantable Méduse et on va se demander pourquoi est-ce un chef-d'œuvre. La Méduse, c'est une figure mythologique, c'est une gorgone. Elle est souvent représentée avec des serpents à la place des cheveux et possède un regard capable de pétrifier quiconque le croise. Selon la légende, c'est Persée, fils de Danaé et de Zeus, qui en viendra à bout. Pour y arriver, il va obtenir l'aide d'Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, qui va lui donner un bouclier. Ce bouclier, il est brillant, il est réfléchissant, et il va l'utiliser comme un miroir. Ainsi, sans jamais croiser son regard, il arrivera à s'en approcher jusqu'à lui trancher la tête. Durant l'Antiquité, la méduse était l'un des symboles utilisés pour conjurer les mauvais présages. Elle est par exemple visible ici, sur le plastron d'Alexandre le Grand, ou encore ici, sur l'égide d'Athéna, sur la cuirasse d'Athéna. La méduse, c'était une commande du cardinal del Monte. Le cardinal del Monte, c'est la personne la plus influente dans la carrière de Caravage. C'est le mécène de Caravage, c'est lui qui va en quelque sorte le révéler au grand public. La particularité de cette peinture, c'est qu'il ne s'agit pas d'un tableau. Non, la particularité de cette peinture, c'est qu'il s'agit d'un bouclier de parade que le cardinal del Monte souhaitait offrir au grand-duc de Toscane du nom de Ferdinand Ier de Médicis, avec qui évidemment il souhaitait entretenir de bonnes relations. Et déjà, quand on sait ça, il faut noter la prouesse technique. Quand on regarde l'image sur nos écrans, on n'a pas du tout l'impression qu'il s'agit d'un bouclier. On croirait plutôt être face à un tableau. En fait, Caravage semble avoir réussi à l'aplatir complètement, à en faire oublier sa courbure naturelle, à tel point que le visage de la méduse semble littéralement surgir, émerger de la surface. Cette prouesse, il l'obtient de par sa gestion parfaite des ombres et des lumières. Il vient ainsi créer un trompe-l'œil, donnant justement cette impression que le bouclier a naturellement été fait de manière à accueillir la tête de la méduse. Évidemment, choisir de peindre Méduse sur un bouclier est une référence directe au mythe de Persée. Le message du cardinal au grand-duc de Toscane est multiple. Premièrement, l'image de la Méduse elle-même est un moyen de valoriser son autorité. Le message est simple, le message c'est qu'à la seule vue de son bouclier, ses ennemis se pétrifient. Sous-entendu, il est fort et puissant. C'est une affirmation directe de son pouvoir. Deuxièmement, le mythe de Persée, ce n'est pas uniquement le mythe de la force brute. Au contraire, il valorise davantage la ruse et l'intelligence, l'habileté et le courage. Et le bouclier en est le symbole. Ainsi, le cardinal del Monte valorise non seulement son autorité, mais également sa clairvoyance, sa finesse d'esprit. Il lui dit « Mais que vous êtes beau, que vous êtes fort, mais surtout que vous êtes intelligent ». Et puis enfin, c'est un hommage au goût raffiné des Médicis. Ça a plusieurs intérêts pour lui. D'une part, il sait que Ferdinand sera évidemment très heureux d'ajouter ce chef-d'œuvre à sa collection. D'autre part, en faisant cela, il fait connaître Caravage, son nouveau protégé. En somme, il lui dit « N'est-il pas exceptionnel ce Caravage dont je vous avais parlé ? Ne vous avais-je pas dit que j'avais bon goût ?» Voilà le message qui se cache derrière ce tableau. Mais vous imaginez bien que si je vous parle de cette peinture, ce n'est pas seulement pour vous conter les correspondances diplomatiques du cardinal del Monte. Ce qui m'intéresse en réalité dans cette méduse, c'est son influence à la fois sur le style de Caravage et de fait en même temps sur l'histoire de l'art. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le problème avec Caravage, c'est qu'on passe souvent plus de temps à parler de sa vie qu'à s'intéresser à son œuvre. Et par conséquent, on passe souvent à côté du plus intéressant. Vous savez, Caravage, c'était un criminel. Il a été arrêté plusieurs fois dans des affaires de violence. Il sera même emprisonné en 1603 dans une affaire de diffamation. Et il ira jusqu'à tuer un homme, Ranuccio Tomazzoni, lors d'une altercation. À la suite de ce tragique événement, il sera condamné à mort et prendra la fuite vers Naples. Après 7 ans de cavale,
Caravage mourra seul à Porto Ercole d'une vieille blessure infectée, ou de la malaria, en vrai on ne sait pas trop. Alors forcément quand on sait ça, qu'est-ce qu'on se dit ? Eh bien on se dit assez simplement, si ces tableaux sont aussi sombres, c'est parce que c'est son tempérament. S'il est fasciné par les têtes tranchées, c'est parce qu'il a peur de perdre la sienne. Si ces tableaux sont aussi violents, c'est parce que c'est un criminel. Même si je veux bien que son caractère ait pu avoir une certaine influence sur son art, je pense que faire une analyse de ces tableaux sous le prisme de sa vie est non seulement une erreur, mais également le meilleur moyen de faire fausse route. Et c'est en partie pour ça que je voulais m'arrêter aujourd'hui sur La Méduse, parce que La Méduse, c'est une œuvre de jeunesse, on est en 1598, donc bien avant les événements qui lui sont reprochés, et surtout parce qu'en étudiant La Méduse, on comprend mieux les spécificités intrinsèques à l'œuvre de Caravage. Le style de Caravage, c'est quoi ? Le style de Caravage, en quelques mots, c'est un clair-obscur puissant, une volonté de peindre la réalité sans artifice, sans chercher à l'embellir, une intensité émotionnelle très forte, et un cadrage serré qui se focalise sur le sujet. Seulement, si aujourd'hui on a l'impression que Caravage c'est ça ne s'applique pas tellement à ses œuvres de jeunesse. Dans ses premières œuvres, on a parfois l'impression de faire face à des peintures de genre, à des peintures qui peignent le quotidien, un peu à la manière des peintres hollandais. Il y a presque une impression de sérénité, une forme de calme. On n'a pas du tout cette violence, cette expressivité caractéristique des peintures de Caravage. Alors la grande question, c'est de savoir comment elle est apparue, cette intensité, cette expressivité. Eh bien, il me semble que cette bascule, elle s'aperçoit assez facilement, d'abord avec le garçon mordu par un lézard, et puis, évidemment ensuite, avec la méduse. Avant le lézard, on a quoi ? On a des tableaux de posture. C'est-à-dire, c'est l'esprit avant le corps. Ces personnages posent, agissent en fonction de ce qu'ils pensent ou ce qu'on leur dit de faire. Tiens-toi droit, la tête légèrement en arrière, tourne-toi de 3/4, ok, remonte légèrement le menton, super, bouge plus. Avec le jeune garçon mordu par un lézard, on n'est plus dans la posture, on est dans l'émotion. Ce n'est plus l'esprit qui dicte le corps, c'est le corps qui dicte l'esprit. L'esprit n'a pas encore assimilé l'information que le corps réagit, la morsure crée la réaction et l'émotion ressort. L'expression semble sincère, pourquoi ? Parce qu'il n'est plus dans une action volontaire, mais dans une réaction instinctive. Et ça marche dans la réalité, mais ça marche aussi dans la fiction. On a presque l'impression d'entendre le petit cri s'échapper de ses lèvres. Il ne contrôle plus rien et c'est ça qui le rend naturel. Petite parenthèse, je pense que le lézard était à la base un prétexte. Ce que voulait Caravage, c'était l'expression de son modèle face à une stimulation. C'était une peinture dans la continuité des scènes de séduction dans lesquelles ce même jeune homme avait déjà posé. Pour ce tableau, il voulait plus qu'une posture lascive en fait. Il voulait capturer l'expression ambivalente qui naît d'une sensation à la fois troublante et douloureuse. Il y a quelque chose de pervers dans cette représentation et dans les premières œuvres de Caravage. Le Bacchus, par exemple, se présente tout à fait comme une invitation. Il commence à se toucher dans une posture sensuelle, dans la lignée directe du Saint Jean-Baptiste, de Léonard de Vinci ou des esclaves de Michel-Ange. Il attend, il est là et il semble nous dire « Allez, viens, prends un verre, rejoins-moi ». Quand on regarde le concert ou le joueur de luth, le musicien ne joue pas de l'instrument, il le caresse. Et de la caresse, l'instrument émet un bruit. On remarquera aussi l'opposition entre instrument passif et instrument actif. La corne demande l'effort épuisant du souffle du musicien pour libérer un son, tandis que le luth, totalement passif, se laisse faire et réagit au moindre pincement. Il y a quelque chose de volontairement érotique dans ces peintures, sûrement par plaisir de peindre son ami avec qui il partageait peut-être plus que son atelier, mais probablement aussi pour susciter l'envie d'un commanditaire. Il essaie de le charmer, il associe plaisir de voir au plaisir des sens. Il veut qu'on lui en redemande. Bref. Et bien si dans ce cas précis, la morsure sert de prétexte à la réaction du modèle, Caravage découvre ici comment il peut donner de l'intensité à ses figures. Il comprend qu'en soumettant ses personnages à des stimuli de plus en plus violents, il gagne en expressivité. C'est évidemment quelque chose qu'on va retrouver dans le mouvement baroque, et c'est évidemment quelque chose que l'on retrouve tout de suite après dans la Méduse. Qu'est-ce qui fascine dans la Méduse de Caravage ? C'est son expressivité.
Or, cette expression n'est possible qu'en réaction proportionnée à l'intensité de la violence. Dans toute autre situation, ce serait déplacé, ce serait anachronique, ce serait exagéré. C'est pour ça que ces œuvres sont violentes. C'est parce qu'elles lui permettent d'augmenter le niveau d'intensité émotionnelle et par conséquent de nous captiver. Cela dit, il me semble que la Méduse a quelque chose de l'ordre de la provocation. Vous savez, à l'époque, on ne peignait pas la réalité. La peinture devait peindre le beau. La peinture servait à embellir la vie, à élever l'esprit au-delà du quotidien. Parce que le beau mène au bien, c'est Platon, et parce qu'on est à la Renaissance. Si le visage de la Vierge dans la Pietà de Michel-Ange est parfait, c'est parce qu'elle est le symbole par excellence de la pureté, c'est parce qu'elle représente l'idéal divin. Sinon, ça ne ferait aucun sens qu'elle soit aussi jeune, la mère de Jésus. Ainsi, quand Caravage arrive avec son art naturel, qui se contente de choses vulgaires, peindre le peuple, peindre les gens du voyage, peindre les prostituées, ça ne paraissait pas comme quelque chose d'acceptable. On n'allait pas jusqu'à lui dire qu'il n'avait pas de talent. On voyait tous bien de quoi il était capable. Le petit Caravage, il savait peindre, évidemment. Mais on lui disait, franchement, tu vois bien que c'est pas beau, tu vois bien que c'est pas digne. Ce qu'on pensait, avec un peu de mépris, c'est que ces figures, si elles sont aussi simples, au sens dénué de tout artifice, si elles se contentent d'imiter la réalité, c'est parce qu'il n'est pas capable d'autre chose. Parce que peindre le beau requiert une culture et un savoir-faire que cet homme ne possède pas. S'il peint ainsi, c'est non par choix mais par incompétence. Voilà ce qu'on lui disait. Eh bien, je crois que dans la Méduse, il y a une forme de réponse à toutes ces critiques. La Méduse, c'est une gifle au code de la Renaissance. Il se débarrasse de tout d'un revers de main. Il semble leur dire « c'en est assez, ça suffit ». Ah oui, c'est pas beau, c'est pas digne. Et qu'est-ce que tu penses de ma Méduse ? Là, c'est pas beau, là, c'est pas digne. La Méduse, pour moi, c'est une forme de provocation. Avec la Méduse, il vient de s'affranchir de tous les codes et ce faisant, il se libère. Jamais il ne s'est autorisé autant de liberté dans ses peintures qu'après la Méduse. Et c'est ça qui rend le tableau exceptionnel. Parce que non seulement toute son œuvre gagnera en intensité, mais parce qu'il va influencer toute une génération d'artistes partout en Europe qui, eux aussi, oseront désormais peindre comme lui. Un dernier élément qui lui était souvent reproché, c'était le manque de clarté. On lui reproche de ne pas se soumettre à la représentation traditionnelle. Que ce soit pour la Méduse, la représentation traditionnelle de la Méduse, c'est ça, c'est Persée tenant Méduse par les cheveux. Mais ça vaut aussi pour la Madeleine et pour plein d'autres représentations qui arriveront plus tardivement. Par exemple, si on compare la conversion de Saint Paul de Michel-Ange à celle de Caravage, Caravage a troqué la clarté, les éléments, les symboles, la multiplication des personnages, bref, tout pour l'efficacité. Il ne reste plus rien si ce n'est l'essentiel, c'est-à-dire la lumière, le cheval et Saint Paul. Et là encore, il y a quelque chose de l'ordre de la provocation avec la Méduse. La Méduse, il a ratatiné le récit à son minimum. Le récit a été tranché de la même manière que la Méduse. Il ne nous reste même pas un demi-personnage. Ce visage décapité nous frappe de plein fouet. On ne peut pas détourner le regard. Il n'y a rien d'autre à regarder. Ça nous gicle à la figure, pour ne pas dire autre chose. C'est un échange de la clarté pour l'efficacité. C'est un échange de la clarté en faveur de l'intensité. Je vous ai dit dans la dernière vidéo qu'on pouvait lire Caravage à travers ses contrastes. La Méduse, c'est le contraste absolu. C'est la vie qui contraste avec la mort. Alors que cette figure regarde la mort dans les yeux, elle n'a jamais semblé aussi vivante. Le visage est pénétré par l'émotion. Il hurle, non pas de douleur, mais de terreur, de surprise. Elle est sous le choc, elle n'a pas vu la mort arriver. Et cette expression est prolongée dans la chevelure serpentine. Les serpents, eux, se tordent de douleur. Ils se contractent et s'étirent en même temps. Et si Méduse semble incapable d'émettre un son, elle ne peut plus émettre de son, c'est physiquement impossible. Les serpents, quant à eux, sifflent, et sifflent de tout leur corps, c'en est assourdissant. Le contraste, il est visuel, mais il est également sonore. Et puis, enfin, et il est sûrement là le tour de force de Caravage, c'est que la Méduse, c'est un autoportrait. Ce n'est pas pour rien que c'est une figure androgyne. On ne sait pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. En tant que peintre, il se tranche la tête, il est percé à travers son miroir, mais en donnant son visage au tableau, il est également Méduse. Il est homme et femme en même temps. Il est Méduse et Persée en même temps. Finalement, Caravage était sûrement plus humain qu'humaniste.
plutôt que le dernier des peintres de la Renaissance, il était peut-être le premier des modernes. Même si la critique l'a parfois rabaissé, son influence est exercée partout en Europe. Des artistes de toutes les nationalités s'inspireront de son style. Au XXe siècle, il sera finalement redécouvert et réhabilité par les historiens.